Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons actualité avec des confrères, Simeon Isako, avec qui nous allons parler de cette grande actualité. D'abord Congo, DOP, Ouganda en RDC, bien de choses, on en parle tout à l'heure, Casinfo. Il est le responsable les rédacteurs en chef de Casinfo. Les directeurs de publication. Directeur de publication, voilà. Alors, Simeon Isako, comment tu vas? Je vais très bien, Christian. Salutations à toi. Merci. Salutations à tous les internautes, Oui. mais aussi à les téléspectateurs, parce que déjà, depuis quelques mois, Oui. Congo Base a une télévision. Mais je n'ai pas vu ça dans, j'ai pas vu ça dans le fil d'information de Casinfo. Ben, nous attendons les moments opportuns. Oui. Les moments opportuns, c'est l'inauguration d'accord. de la télévision. Les Ça moments sera un n'est pas grand encore plaisir. venus. Nous allons en fait annoncer. Comme vous le faites si bien nous attendons déjà. les moments opportuns. Très bien. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a retenu votre l'actuelle, en fait, disons, la une dans votre journal cette semaine? Il y a beaucoup d'informations, il y a eu pas mal d'actualités. Il faut d'abord dire qu'aujourd'hui, nous sommes les jeudis. Moi, j'aime être jeudi. Il y a d'abord Léonie qui a salué cette jonction des forces, cette jonction des renseignements, cette mutualisation des informations
entre les FARDC et l'armée ougandaise, qui est, en fait, on parlait de l'UPDF, voilà. Il y a aussi cette affaire des Congo Hold Up. On ne cesse pas de parler de cette affaire, de ces scandales financiers, ces grands scandales financiers. Mais qui frappent tout le monde. Cette enquête qui frappe tout le monde, les régimes des Kabila, les régimes des Tshisekedi. Mais avec les anciens des Kabila. Et généralement, ce sont les anciens des Kabila. Avec les anciens des Kabila. Je crois que ce sont ces des grandes-là. Mais est-ce que, parlons de cette histoire de... Bon, avant de parler... Il y a aussi cette révélation, j'allais oublier, faite par Jean-Claude Mouyambo. Moi, j'ai dit que c'est une affaire qui va un peu monter les esprits katangais, il faut le dire comme ça, noir sur blanc, il faut pas mâcher les mots, monter les esprits katangais contre les régimes actuels, les régimes en place. Cette affaire des Mouyambo, qui dit que le gouverneur du Katanga, Jean-Claude Kiaboula, serait en train de monter un coup pour dire que Moïse Katumbi travaille des mèches avec John Numbi pour monter une rébellion contre les régimes Félix Tshisekedi. Donc c'est un peu ça qui a fait l'actualité durant ces 4 jours, parce que la semaine n'est pas encore très bien. Revenons sur une question, on va dire un biscuit de l'émission. Voilà. La première dame se retrouvait à Kisangani avant d'aller en Ituri, faire le tour de cette partie, la grande orientale, on va dire. Mais il y a eu une information selon laquelle elle aurait été chahutée, huée par la population. Mais quand la vérification de l'information va se faire, il s'agit plutôt d'un ras-le-bol que les gens avaient contre le président, je veux dire le directeur de la SNEL. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi les gens sont si enclins à, comment on appelle ça en lingala, motema mabe, ou bien des fake news et tout ça? Donc, on va dire les fake news ont une peau dure. Hein. Bon, Christian, il faut d'abord dire que c'est vrai que je suis pas sur le terrain. Je suis pas à Kisangani. Je n'étais pas à Kisangani. Je ne suis pas dans la suite de la première dame pour savoir ce qui s'était exactement passé. Mais je dois dire que je suis journaliste. Je couvre des activités de la première dame en tant que journaliste. CAS Info couvre les activités de la première dame et nous les publions en temps réel. Nous avons suivi ce qui s'était passé de près parce que nous avons eu les images dans notre rédaction. Il s'agissait plutôt d'un ras-le-bol, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la population boyomèse contre les directeurs généraux de la SNEL, parce que ils ont fait 5 mois ça fait plus de 4 mois oui. qu'ils vivent sans électricité. C'est normal qu'ils expriment ces mécontentements contre les directeurs généraux de la SNEL, parce que c'est lui qui est censé se battre pour qu'il puisse être desservi en électricité. C'est normal parce qu'ils étaient en face de la première dame. Celle qui dort avec les chefs de l'État, parce qu'ils avaient vu en face d'eux, cette population avait vu en face d'elle une interlocutrice valable, celle qui pouvait plaider leur cause. C'est normal qu'ils expriment ces mécontentements. Et donc, comme tu l'as dit, ton motema mabe, c'est qui veulent toujours prendre les choses au mauvais sens, on récupérait cette situation pour dire que la population était mécontente du fait que la première dame était présente à Kisangani, la population avait hué la première dame, non, c'était pas le cas. La population n'avait pas simplement apprécié le fait que la première dame donne la parole au directeur général de la SNEL pour qu'il explique la situation. La population ne voulait pas que les directeurs parlent. Il ne s'agissait pas du mécontentement contre la première dame, mais plutôt du mécontentement contre les directeurs généraux de la SNEL. On est fixé, mais est-ce que cette situation va-t-elle s'arrêter un jour? Non, la situation ne va pas s'arrêter. Oui. Pourquoi la situation ne va pas s'arrêter? Parce que quand on rate la cible aujourd'hui, c'est le chef de l'État, on doit le dire. La cible aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Quand on rate la cible, quand on rate Félix Tshisekedi, eh bien, il faut s'attaquer
l'élément qui peut plus faire mal, l'élément qui peut plus faire mal aujourd'hui, c'est son épouse. C'est la première dame, avec tout ce qu'elle est en train de faire, avec son projet Excellentia, amener nos jeunes frères, amener nos jeunes sœurs, un peu partout à travers le monde pour pouvoir continuer avec les études. Eh bien, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que il est en train de, je veux dire, de construire dans l'avenir. Il est en train d'aider la RDC pour qu'un jour, nous puissions avoir des générations capables à relever les défis. Elle construit dans l'intellect congolais. Elle ne construit pas dans des faits un peu passagers, non. Passagers, je vais dire, non. Elle construit dans des faits qui vont aider la RDC un jour à se développer. C'est l'intellect. Est-ce que vous pensez qu'il y a Elle construit dans ça. Et les gens ne sont pas contents de voir qu'elle est en train de construire dans ça. C'est pourquoi, comme on a toujours dit, on nous jette les pierres qui est sur un arbre qui a produit des fruits. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre elle et Olive Lembe, par exemple? Ben, je veux pas entrer dans ces débats-là. Olive Lembe aussi. Il y a une différence. Oui, laquelle? Il y a une différence. C'est quoi la différence? On sait qu'Olive Lembe est un peu spécialisé dans des œuvres un peu, je vais dire caritatives, un peu humanitaires, même si elle aussi, par moment, elle est dans des œuvres caritatives et humanitaires. Mais c'est la spécialité d'Olive Lembe. Mais elle essaie un peu de prendre tout. Je ne vais pas dire elle a tout embrassé, non, mais elle essaie un peu de prendre tout. Elle comprend qu'à la fois, elle doit venir au secours de ceux qui sont dans les besoins, mais à la fois aussi, elle doit construire l'avenir de la jeunesse congolaise. Oui. Et pour elle, construire l'avenir de la jeunesse congolaise, c'est envoyer politiquement, dans les études. Oui. C'est octroyer des bourses à cette jeunesse qui a besoin de bien étudier. Est-ce que l'apport de deux femmes à leur époux, comment vous considérez? On prend Madame Olive en son temps, quand elle était encore épouse du président de la République, parce qu'aujourd'hui elle est l'épouse de l'ancien président de la République, mais quand elle était épouse du président de la République, considérez son apport, considérez ses sorties. Est-ce que, comparé à aujourd'hui, la première dame, comment vous considérez les deux apports politiques? Politiquement, est-ce qu'elles apportent quelque chose dans la gibecière de leur époux, dans le quota des popularités de leur époux? Non, il faut noter que, de par la nature, les premières dames sont les premières personnes qui sont plus écoutées par leur mari, parce que elles dorment, elles se réveillent, elles partagent les mêmes repas tous les jours avec le président de la République. Donc, elles sont plus influentes aux côtés des chefs d'État. Si je vais parler du rôle qu'Aïe a joué, Olive Lembe dans la carrière politique de son mari. Aux côtés de son mari, je l'ai toujours dit, je suis pas en tout cas hypocrite, j'ai pas aussi intérêt à cacher mes opinions là-dessus. J'ai toujours dit qu'Olive Lembe n'avait jamais joué un bon rôle aux côtés de son mari, parce que si aujourd'hui les Congolais n'apprécient pas Joseph Kabila, Olive Lembe partage aussi ses bilans. Mais comment ça, les Congolais n'apprécient pas Joseph Kabila? Une partie des Congolais n'apprécient pas Kabila, mais pas tous les Congolais. Non. Tu as vu quand il descend dans la rue, Kabila, comment tu as vu la marée humaine qu'il draine quand il sort? Kabila n'a jamais drainé des marées humaines. Ah, t'as pas vu sur Tchangou? Non, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Là, attention, faut pas confondre les curieux et ces gens qui aiment, non. Les curieux veulent voir Kabila, peut-être qu'ils n'ont jamais eu la chance de le voir pendant ses 18 ans de règne. Je vais le voir avec sa barbe et tout ça, mais cela ne signifie pas que je l'aime, non. Faut pas confondre. Faut pas qu'il y ait cette confusion-là. Donc, Olive Lembe n'a jamais joué ce bon rôle-là aux côtés de Joseph Kabila, non. Elle n'a jamais joué ce bon rôle-là d'une bonne conseillère aux côtés de Joseph Kabila, non. Parce que si elle avait joué ce bon rôle-là, Kabila n'aurait pas débordé de ces 2 ou 3 années-là, non. On n'aurait pas eu des morts dans ces pays, on n'aurait pas eu on n'aurait pas enregistré l'assassinat de Rossi Mukendi, non, mais ça, c'est pas, et des autres. Non, mais ça, c'est pas Olive. Non, c'est pas Olive. C'est pas elle. C'est pas Olive. Et elle n'a rien à voir avec ça. Elle ne peut même pas parler de ça à son mari. S'il te plaît, Christian. Oui, allez-y. C'est pas Olive. Mais c'est Olive, pourquoi?
parce qu'elle n'a pas joué ce rôle-là de la bonne conseillère aux côtés de son mari. Parce que il faut noter que Joseph Kabila voulait s'enraciner au pouvoir. Kabila est parti parce qu'il y avait une forte pression au niveau interne et à l'extérieur, la communauté internationale qui l'a pas lâché jusqu'au dernier jour. Donc, il n'a pas donné l'alternance. Elle n'a pas donné, elle n'a pas prodigué de bons conseils à son mari. Elle n'a pas contribué à cette alternance. L'alternance est venue du fait qu'il y a eu pression, mais l'alternance n'est pas venue du fait qu'il y a eu des bons conseils. Non, c'est pas l'alternance pacifique. À son mari, non. Très bien. Mais alors, comparer à celle d'aujourd'hui, quels sont les conseils quel est l'apport de la première dame actuelle dans la carrière politique de son mari? Pensez-vous qu'elle est en train de jouer un rôle important, un bon rôle maintenant? Je vais prendre un seul exemple. La rencontre qu'il y a eu récemment entre les chefs de l'État et les prélats catholiques, ça relève de l'humilité. Ça relève de l'humilité. Sous Kabila, on n'a pas vu. Sous Kabila, sous Kabila, les prêtres. La première dame qui l'a donné non, laisse-moi d'abord évoluer. Sous Kabila, les prêtres ont été gazés. Sous Kabila, les prêtres ont été lynchés. Ils ont été frappés. Sous Kabila. Mais sous Tshisekedi, c'est l'humilité. Il a rencontré les prélats catholiques au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà des insultes, au-delà du fait que les prélats nous ont fait comprendre qu'ils étaient en mesure de bouleverser les choses, au-delà du fait que les prélats ont crié à l'alternance, même si nous sommes encore au premier mandat. Oui, mais quel est le rapport avec la première dame? Mais si le chef de l'État n'est pas humble, s'il ne sait pas s'humilier, au-delà du fait qu'il est président de la République, au-delà du fait qu'il est le premier citoyen, s'il ne sait pas s'humilier, il n'y aurait pas eu cette rencontre-là. Donc, mais pour qu'il s'humilie, il faut que sa femme lui dise. Pour qu'il s'humilie, oui, il faut qu'il ait des bons conseillers. Entre autres, et parmi ces conseillers, son épouse est la première conseillère. Très bien, parce qu'on a vu la première dame aussi s'incliner devant les cardinals Ambongo. Voilà. Chose que lui faisait aussi. Alors, nous recevons les retardataires, malheureusement, Beledou qui est en retard. Et je crois que vous étiez dans les embouteillages, certainement. Comment allez-vous? Christian Mossébé, je vais très bien. Merci de penser à moi et mes excuses à... Doux Jésus avec son doux visage. Excuses en tout cas aux téléspectateurs de Congo Buzz. Très bien. Et j'étais confronté, d'ailleurs j'étais invité à une réunion rapidement, quelque part. Il y a la situation qui se passe dans le Sud Kivu, particulièrement. Le VPM de l'intérieur, Daniel Asselo, qui est en déplacement en dehors du pays, avait instruit son vice, qui est le ministre Molipe, pour s'occuper essentiellement de la question du Sud Kivu. Vous savez qu'il y a eu une tension entre l'exécutif provincial et le législatif. Alors, il fallait essayer de taire ces divergences parce que, vous savez, la province est confrontée à plusieurs mouvements rebelles. Cette situation ne permettait pas justement qu'il y ait encore la paix voulue, surtout que la situation sécuritaire est encore précaire dans cette partie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le VPM à l'extérieur a instruit à son vice pour appeler d'urgence les responsables des autorités provinciales venir à Kinshasa pour essayer d'échanger et sur les questions essentiellement sécuritaires. Pendant ces temps, il y a des pirates qui font un tweet au nom du VPM, Daniel Asselo, intérieur, pour dire « J'annule l'invitation, le télégramme invitant les responsables ou les autorités provinciales du Sud Kivu à Kinshasa. » Pourtant, c'est faux. C'est l'œuvre justement des gens qui veulent qu'il y ait une confusion, une cacophonie au niveau du Sud Kivu pour continuer à opérer. Vous savez qu'il y a beaucoup de tireurs de ficelles là-dessus. Alors, il fallait éclairer la lanterne de l'opinion que d'abord, le VPM intérieur n'a pas un tweet, un compte Twitter. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que effectivement, il y a eu ces télégrammes du vice-ministre qui a été pris invitant les autorités de la province à Kinshasa et que le VPM, Daniel Asselo, qui avait lui-même instruit le vice-ministre pour prendre ces télégrammes. Et donc, c'est authentique, c'est vrai. Il faudrait pas que l'opinion se fie à des faux comptes œuvres des cybercriminels qui se répandent dans pratiquement tous les réseaux sociaux au nom du VPM intérieur. C'est sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc, il fallait faire cette mise au point et c'était très important. Mais on se rappelle que le VPM
Acelo aura du pain sur la planche ou avait du pain sur la planche sur la question de la territoriale. Exact. Le cas de l'Équateur semble être un cas terriblement ambigu, quand même C'est si celui du Congo central. du Congo central aussi. Il y a tellement de questions. Alors, la bonne question, est-ce que le ministre Acelo a hérité d'une situation déjà catastrophique et qu'il a, lui, le temps simplement d'arrêter l'hémorragie, de réordonner les choses, ou c'est lui l'auteur de tous ces chaos? Non, exactement ce qu'il faudrait souligner, c'est une très belle question, Christian Bossembe. Daniel Acelo, il a l'avantage, je sais pas naturel ou pas, mais il est juriste. C'est ça le premier avantage qu'il a. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un bazar. Il y avait un désordre qui ne disait pas son nom dans la province, et certains désordres seraient même entretenus par les responsables de Bien l'époque. évidemment, c'est clair. Sans pour autant accuser quelqu'un. Exact. Et donc, lorsqu'il arrive, il fallait faire un toilettage, il fallait diagnostiquer les problèmes des provinces. Ce qui fut fait, vous vous souviendrez, et après avoir fait ce diagnostic, il a sorti 14 provinces qui étaient concernées justement, qui étaient confrontées à des crises institutionnelles et qu'il fallait organiser des élections là-dessus. Parmi les 14 provinces, il y avait le Congo central. Les cas du Congo central, parce que vous l'avez évoqué ici, je ne sais pas si c'est Siméon. Moi, j'ai évoqué les cas de l'Équateur. Les cas de l'Équateur, Oui. Je sais que ça vous intéresse beaucoup plus. Tout naturellement. Vous avez votre cordon Tout naturellement. ombilical là-bas. Tout naturellement. Sans faire le porte-parole Mais moi, les cas du Congo central. du VPM intérieur. Alors que je n'ai pas mon cordon ombilical là-bas. Ça veut dire que c'est la RDC qui nous intéresse. Exact. Ben oui, moi, autant que ça m'intéresse pour la Exactement. RDC, autant ça m'intéresse pour l'Équateur. Exactement. Alors, Ouais. il faudrait souligner ici que le VPM n'a pas compétence de suspendre ou de révoquer un gouverneur. Il n'en a pas compétence sur le plan du droit. Le VPM ne peut que s'appuyer sur une décision qui existait, une décision de justice. Regardez tous les cas parmi les 14 provinces, c'était soit il y a une décision de l'Assemblée provinciale destituant un gouverneur, soit il y a le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle qui a rendu un jugement s'agissant de la destitution d'un gouverneur. Pour la plupart des cas, notamment les cas du Congo central, il y avait une décision qui était pendante. Une décision justement prise par la Cour constitutionnelle. Je n'aimerais pas faire du juridisme ici parce que ça va nous prendre assez de temps. Oui, mais si on s'en tient à la hiérarchisation des institutions judiciaires, d'ailleurs vous devez le maîtriser, l'organisation des compétences judiciaires, on vous dira clairement que une décision d'un tripé et d'un tribunal de paix ou d'une cour d'appel ne peut pas avoir de l'influence sur une décision un arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt de la Cour constitutionnelle ou même en interprétation. Oui. Et donc c'était le cas ici, appuyé sur le cas de cette décision, c'est ainsi que Atoumata Bouana a été parti. Donc je n'aimerais pas revenir sur ça. Pour revenir à ta question, Daniel à l'Équateur, il y a un nouveau bureau. Je salue d'ailleurs le nouveau rapporteur adjoint Eric Boloko, qui est le fils du gouverneur actuel, disons du gouverneur reconduit. Mais une tension monte. Acelo est considéré comme une personne, on va dire, non voulue, non désirée ou indésirable à l'Équateur. Oui, parce qu'on l'accuse, monsieur Acelo, d'avoir protégé le gouverneur. C'est vrai, moi j'ai toute la vérité. Bon. Toute la vérité, mais je voudrais pas la dire ici. Vous savez, si vous voulez qu'on invente les BOA, j'aimerais qu'on organise toute une émission sur la situation des provinces. Oui. Je crois que j'ai assez d'éléments pour essayer d'éclairer l'opinion, puisqu'il y a des faussetés, il y a aussi des tireurs des ficelles dans ça pour se retrouver. Mais ce qui est vrai, Daniel Acelo n'a pas marché sur les plans de bande de son prédécesseur. Lorsqu'il est arrivé, il a diagnostiqué le problème, comme je le dis, et les provinces à problème où ça nécessitait d'atteindre des élections, il l'a fait. Très bien. Donc, analyser minutieusement certaines provinces, je crois que c'est pas les débats, mais analyser minutieusement. Très bien. Bon, un peu de contradiction, un tout petit peu de contradiction, mais on va passer. Je vais dire quelque chose sur la province du Congo central. Très bien. Je pense que sur cette question-là, de la province du Congo central, à mon avis, les VPM, Acelo n'a pas raison, parce qu'il y a une décision, il y a un arrêt du Conseil d'État qui ordonne à ce que le gouverneur Atoumata Bouana reprenne ses fonctions. Donc nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui Atou n'a toujours pas repris ses fonctions. Mais est-ce que le gouverneur n'est-il pas, est-ce qu'il n'y a pas une présomption de détournement sur le monsieur dont vous parlez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une affaire d'éligible? D'abord, la question, comment se retrouve cette question n'a jamais été traitée. La question, c'est sur le plan judiciaire. Oui, la justice n'a jamais abordé cette question-là. Ici, nous sommes sur le plan d'administration. Oui. Sur le plan d'administration, le Conseil d'État ordonne
à ce que le gouverneur regagne sa province. Mais il paraît que c'est au niveau du ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur que les choses bloquent. Alors, Donc, Daniel Asselo, on n'a pas d'éléments. non, avec précision, Daniel Asselo refuse à ce que Atou Matoubouana puisse regagner sa province, alors qu'il y a une décision du Conseil d'État. Lui, j'ai senti mon confrère l'insinuer, il veut se baser sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle, alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu à l'interprétation de la requête, je me souviens, du président, de l'ancien président de l'Assemblée provinciale, monsieur Anatole. Monsieur Anatole, c'est ça. Donc, il avait posé la question à la Cour de savoir si le président, le gouverneur, je vais dire, est déchu de façon régulière ou irrégulière. Est-ce que celui-ci doit continuer à assumer ses fonctions ou pas? Et la Cour avait répondu pour signifier que le gouverneur ne doit pas assurer ses fonctions s'il est déchu de façon régulière. Mais s'il est déchu de façon irrégulière, celui-ci doit continuer à assumer ses fonctions. C'est le cas avec monsieur Matoubouana qui a été déchu, destitué de façon irrégulière parce qu'il a été destitué dans un hôtel à Matadi. Même la cour d'appel de Matadi avait déjà, à l'époque, je me souviens, si je me trompe pas, en 2020 ou 2019, avait rendu aussi une décision, parce que je n'ai pas pour signifier que le gouverneur a été destitué de façon irrégulière et il avait ordonné la destruction du procès verbal qui avait conduit, qui avait sanctionné la destitution du gouverneur. La cour d'appel de Matadi a été complétée par la cour de cassation qui avait estimé que le gouverneur a été destitué de façon irrégulière. Donc, au regard de ces faits-là, au regard de ces décisions-là, le vice-premier ministre Daniel Asselo n'a pas érigé aujourd'hui un obstacle pour que le gouverneur Matoubouana ne puisse pas gagner sa province. Est-ce que vous permettez qu'on quitte ce débat parce que moi je n'ai pas. Oui, c'est important. S'il vous plaît. Il y a quand même des choses. En 2 minutes, il y a des choses qu'il a dites ici qui sont pas vraies. Je connais mon ami Simon Isako. Quand il parle, il transpire comme ça. C'est comme s'il faisait des incantations. Non, il fait chaud. Non, il fait pas chaud. Il faut qu'on dise la vérité. Le plateau a beaucoup de climatisation. Le problème, c'est que je vais à l'essentiel. Je connais mon ami, mais il a fait des incantations pour justifier les accusations gratuites. Mais ici, il faudrait préciser ceci de manière sérieuse. Le Conseil d'État s'est attaqué. Le Conseil d'État, c'est les juges administratifs. Il s'est attaqué à un document administratif, le télégramme du VPM intérieur. Il s'est pas attaqué à une décision de la Cour constitutionnelle. Non. Et à ce titre, s'il vous plaît, attendez, c'est important. Non, c'est important. Je vais chuter. Je traîne. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je vais pas m'appesantir sur ça. Il y a eu beaucoup de fausseté. Et donc, le Conseil d'État s'est attaqué à un document administratif qui est les télégrammes pour demander à ce qu'Atoubouana revienne. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une décision, je vous le dis ici, en interprétation comme en autre chose, bon, je ne ferai pas faire le juridisme ici, la Cour constitutionnelle a interprété effectivement l'article, je crois, 28 de l'Assemblée provinciale pour dire la destitution a été régulière. Non. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Voilà, là. Laissez-moi parler. Attends. Mais quand tu vas parler, je n'ai plus de c'est important, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon, je termine. Ne me dérange pas, c'est important. Ne me dérange pas. Mais laisse-moi. Soyons civilisés, cher ami. S'il vous plaît, soyons tolérants. Sécurise-moi. Non, je chute, pardon. Non, je chute. C'est-à-dire, même si c'était en interprétation, si la Cour constitutionnelle vous dit, effectivement, l'Assemblée avait cette compétence-là de siéger et que la destitution a été régulière, ce n'est pas à M. Isako d'en dire autrement. C'est là où je dis, par magie, même si c'était par magie, Atou Matoubouana ne reviendra plus. Et d'ailleurs, rappelez-vous, en septembre 2020, l'inspection générale des finances a fait une révélation très catastrophique sur les finances publiques, la gestion des finances publiques dans cette province. Et il a été invité, Atou a été invité les 10 pour se présenter devant les juges. Il s'est extrait de la justice. Même lui qui veut prendre parti
pour Atou Non, ici. je prends pas Pardon. parti, je Si prends on pas posait parti. la question, Je suis factuel, s'il je vous prends plaît, pas parti. si on pose la question à Isako, où se trouve Atou jusqu'au moment où nous faisons cette émission, il sera incapable de nous répondre où il se trouve. Et donc, même si à l'hypothèse, dans l'imaginaire de Simon Isako, le Conseil d'État demande à ce qu'il revienne, par quelle magie va-t-il faire pour regagner la province? Parce que, jusqu'à preuve des contraires, il est considéré comme un fugitif. Non, il n'est pas fugitif. Il n'est pas fugitif. Vous avez demandé à ce qu'on répond à la question. Il y a une question importante qu'on doit... Je vais répondre à la question. Il y a une question importante que nous devons nous poser. Pourquoi depuis 2019? Parce qu'il a été destitué depuis 2019. Pourquoi depuis 2019? Jusqu'en 2021, monsieur Atou a continué à diriger la province sans être inquiété. Je vais répondre facilement à la question. Pourquoi? Il répondra jamais. Ça veut dire simplement, non, s'il te plaît. Il répondra ça veut jamais. dire simplement que sa destitution a été irrégulière. Alors, moi, j'ai dit c'est faux. pourquoi toutes les décisions sont en sa faveur. Je vais dire, pour répondre à ta question, que monsieur Atou Matubwana n'est pas un fugitif, il s'est pas extrait, il est ici à Kinshasa. Il est ici. Très bien. Oui, 30 secondes. Je pas sa question. Vous savez pourquoi il n'a pas été destitué? C'est parce qu'il y a eu une complaisance de l'ancien VPM intérieur, comment il s'appelle? Il y a une complaisance? S'il vous plaît. Comment il s'appelle l'ancien VPM intérieur? Gilbert. Il y a eu complaisance. Comment expliquer qu'on invite Richard Mouyej à Kinshasa et pendant qu'il est ici, on le bloque et il ne rentre pas là-bas? On place quelqu'un. Et donc, il y a eu beaucoup de complicité, il y a eu beaucoup de complaisance et c'est là où certains diraient qu'il y a eu des dîmes que le gouverneur mettait à chaque fin du mois à la disposition de l'ancien VPM intérieur. Moi, je ne le confirmais pas. On a entendu des échos pareils. Et c'est cette complaisance qui justifiait que certaines choses pourrissaient. Et aujourd'hui, non, je vous donne la réponse. Voici pourquoi. Non, s'il vous plaît. Vous m'en à chaque fois que j'avance des bonnes idées. Voici pourquoi, assez lorsqu'il est arrivé, il a commencé par inviter Mouyej. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe dans votre province? Pourquoi vous traînez à Kinshasa? Et pourquoi vous ne travaillez pas? C'est ainsi qu'il a invité, et pendant qu'on l'invite, on voit ce qui est arrivé. Et donc, aujourd'hui, oh là là, tout le monde quand je prends parole. C'est-à-dire, ce qui se passait dans le Congo central, c'était une complaisance. Il a été incapable de nous dire où se trouve Atou Matubwana. La personne qui vient défendre sur dit qu'il est ici à Kinshasa. Rapport de médias internationaux. Il y en a plus de 16 médias internationaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui ont fait le rapport et qui ont parlé finalement de cette affaire. Alors, il y a tellement de choses, je voudrais vous parler avec toute liberté et toute franchise, comme vous l'avez toujours été. Jules Lalinguete sort de son silence et dit Kabila n'est pour rien dans tout ça. Est-ce déformation de son langage, de ses propos, on a déformé ses propos, ou tout simplement un moyen de sauver la République? Alors, la question est celle de savoir qui sont les vrais auteurs de ce hold-up. Est-ce que vous y donnez beaucoup de crédit à ce rapport? Je commence par vous, Simeon. Je vais pas trop parler de la réaction de l'UGF, chef des services Jules Lalinguete. J'estime que c'est son avis, surtout que ça engage tout un organe technique en la matière. Je vais pas trop m'atteler là-dessus. S'il dit que Kabila n'est pas dedans, je ne sais pas pourquoi il a dit que Kabila n'est pas dedans, parce qu'on sait tous que les bilans, c'est Kabila, les bilans, c'est Tshisekedi. Les rapports disent Kabila. Les rapports ne disent pas autre chose. Je ne sais pas pourquoi Jules Lalinguete veut dédouaner Kabila, je sais pas. C'est à lui de nous dire le pourquoi. Christian, cette question de Congo Hold Up, moi je l'aborde dans trois aspects. Trois aspects. Je serai plus bref. Le premier aspect, c'est pour faire comprendre à monsieur Kabila et son premier cercle qui est cité, donc tous ses collaborateurs qui l'ont accompagné durant les 18 ans de règne. On doit leur faire comprendre que rien n'est oublié, rien. Rien alors rien. Les Congolais n'ont rien oublié. Les tueries, les détournements, les massacres, blanchiment des capitaux, toutes les antivaleurs. On n'a rien alors rien oublié. On n'a pas oublié cette souffrance que Kabila a infligée aux Congolais pendant les 18 ans de règne. On n'a rien oublié. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, Kabila finira par répondre de ses actes. Ah, mais là, vous les parce chargez. que Je ne les cherche pas. Oui. C'est lui qui est le responsable. Mais on a dit qu'il y a c'est lui avec les criminels économiques. C'est lui qui était le number one. C'était lui la vision. C'était sa vision.
C'était lui qui avait incarné la vision de Mais direz-vous ça aussi, Félix Tshisekedi, donc mais il est responsable de tout, on ne le parle pas. malversation financière qui se passe aujourd'hui. Mais on ne parle pas. Ah donc, L'état des droits, cette dame qui a pris $1 million, qui n'a jamais rendu les $1 million jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, c'est Tshisekedi qui répondra de cela. Non, c'est pas Tshisekedi qui a pris. Mais c'est lui qui sera responsable. Ok. Parce qu'en 2023, lorsque le peuple sera en train de le juger pour lui donner un nouveau mandat ou pas, ça ne sera pas cette dame-là qui a pris les 1 million, non. Donc c'est lui, c'est le chef de l'État qu'on voit. Donc j'étais en train de dire que un jour ou l'autre, Kabila va répondre. Devant la justice. Devant la justice. Genre coupable. Il va répondre, je vais dire. Il sera jugé. Et lui et l'ensemble de ses collaborateurs. Ça veut dire qu'on n'a rien oublié. La communauté nationale n'a rien oublié. La communauté internationale aussi n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Qu'ils mettent ça, qu'ils gravent ça dans leurs esprits. Nous n'avons rien oublié. Ils nous ont appauvris durant 18 ans. Kabila est venu au pouvoir pauvre, il faut le dire. C'est vrai. 2 secondes. Il n'est pas venu au pouvoir pauvre, il était général d'état-major. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? Mais attendez, qu'est-ce qu'un général a? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait en tant que général? Qu'est-ce qu'il avait en tant que général? Souvenez-vous, on dit toujours, c'est pas ce que je vais dire, on a toujours dit qu'il était venu au pouvoir avec les bottes en caoutchouc. C'est pas ce que je vais dire, c'est ce qu'on a toujours dit. Il n'avait rien. Oui, j'ai dit que c'est ce qu'on a toujours dit. Il n'avait rien, mais il est reparti. Il a quitté le pouvoir avec beaucoup d'hectares, des milliers d'hectares. Avec Kingakati, il a des pareilles concessions un peu partout, au sud Kivu, au Katanga, au nord Kivu, ici au Bandundu, Kingakati et consort. Kabila c'est milliardaire. Kabila c'est pas quelqu'un qu'il faut parler en termes de millions. Quand on parle de Kabila, il faut parler en termes de milliardaires. Kabila c'est milliardaire. Donc ça veut dire qu'un jour il va répondre. Très bien. Et il sera jugé. Le deuxième aspect. Ok. Il y en avait 3. De cette enquête Congo Hold Up, c'est une interpellation aux dignitaires de ces régimes. Tous ces conseillers qui sont qui entourent l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tous ces responsables du parti présidentiel, le secrétaire général Augustin Kabouya. Aujourd'hui, on dit qu'il a des comptes bourrés d'argent. On parle de 16 millions, on parle de 20 millions, on parle en 3 ans seulement. On dit qu'il construit des villas un peu partout là, à Delvaux, consort, là où il habitait à Montel-Fikine, il l'a détruit, il est en train de construire la nuit et le jour. Kabound, n'en parlons pas, bon, lui on peut comprendre parce qu'il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous accusez donc Kabouya Je n'accuse pas, on dit qu'il s'enrichisse très vite. Mais vous êtes un journaliste, vous n'allez pas vous baser sur le on dit. Non. Vous devez aller voir. Non, je les vois aussi. Il faut enquêter. Je constate aussi que le train de vie de Kabouya a changé, comme par bâton magique. Je les constate. Mais pas comme par bâton magique, il est c'est le secrétaire général d'un parti présidentiel. Il ne travaille pas. Qui a des ministres. Mais il ne travaille pas. Le parti a des cotisations. Les partis a des cotisations, oui. Mais c'est pour le fonctionnement du parti. Oui, mais pour combien se plaignent au sein de ce parti? Oui, combien se plaignent? C'est son salaire. Tout doit commencer d'abord par là. Est-ce que vous savez que lui, il n'est pas frappé par l'incompatibilité de faire les affaires? Il peut donc faire les affaires. Connaissez-vous ces affaires? Ça, on n'en sait rien. Mais Christian, il peut faire les affaires. Mais est-ce que tu as déjà vu le convoi des Kabouya quand il passe? Non, ça, j'ai jamais vu. Ben, moi, j'ai déjà vu. Okay. C'est plus qu'un ministre. C'est plus qu'un ministre. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez le faire aussi? Il est comparable à un vice-premier ministre. Mais est-ce que vous savez? De l'intérieur, je vais ajouter. Parce qu'il a des jeeps de la police. Non, mais Kabouya, quand il passe, c'est lourd. Kabouya, quand il passe, c'est une sécurité comparable à celle de Asselo. Oui, mais est-ce que vous savez que Kabouya, quand il passe, c'est un convoi comparable à celui de Asselo. Donc, le train de vie qui a changé comme par bâton magique. Comparativement à qui? À Kabound. Tous ces conseillers qui sont autour du chef de l'État, bien avant le début de cette émission, on a parlé avec toi d'un article de Jeune Afrique qui a cité monsieur Ferdinand Bisselele, qui a cité François Béat. Il s'agit d'une affaire des mines d'or. Oui, mais ça, mais tout ça, ça c'est des chiffons quand même. On sait que ce sont des chiffons, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tout ça, ça interpelle. Cette enquête, c'est aussi une interpellation pour les collaborateurs de l'actuel chef de l'État. Ils ont milité
pendant 37 ans pour un état de droit, pour un projet de société, le peuple d'abord. À l'issue des 10 ans ou bien des 5 ans de règne de Félix Tshisekedi, ça sera quoi leur bilan? Est-ce que nous allons le comparer à M. Kabila qui s'est enrichi durant les 18 ans de règne pour dire que ben ils se sont aussi enrichis, ou bien nous dirons que ben à l'issue de leurs 10 ans ou 5 ans de règne, ils ont travaillé pour le bien-être du peuple congolais. Très bien. Alors, donc c'est une enquête interpellatrice pour les collaborateurs de Félix Tshisekedi, même pour Félix Tshisekedi lui-même. Très bien. Voilà un peu. Je préfère d'abord me limiter à ces deux aspects-là pour qu'il parle. Je n'aimerais pas monopoliser la parole. Congold, des noms ont été cités, Beledou, des noms ont été cités, des entreprises ont été citées, des chiffres ont été révélés. Et c'est dans une courte période qui ne couvre pas 18 ans, qui couvre une affaire de 3-4 ans seulement. On parle de 198 millions de dollars, tantôt c'est 100 et quelques millions de dollars si on fusionne. C'est une histoire. Mais beaucoup de gens pensent que c'est rien par rapport à ce qui s'est réellement passé. Parce que quand on parle de ça, on sait que l'IGF venait de nous parler de 300 millions de dollars juste pour un seul projet qui est le Bukangalonzo. On n'a pas parlé de Gécamine, on n'a pas parlé de Miba, on n'a pas parlé de toutes les autres entreprises qui seraient finalement mutilées et tout ça. Votre point de vue en tant que journaliste? Le comble dans tout ça, tout s'est passé sous Matata Ponyo. C'est-à-dire c'était les champions dans cette matière-là. Moi, je pensais quand il s'est réveillé le matin, il s'est pointé au bureau à 5 heures, c'était pour nous apporter quelque chose de bien. Oh, c'était pour organiser les hold-up. C'est-à-dire, nous partons de 2013-14 à 2015. C'est-à-dire, on quitte les matins à 5 heures du matin pour quitter tard à 23 heures du matin chaque jour pour se rassurer du hold-up, des scandales de Bukangalonzo, etc. Voyez où on a amené ce pays? Mais on se bombe la poitrine qu'on est expert en macroéconomique, etc. J'ai aimé lorsque Godé Poyi, j'ai eu des échanges avec lui. Il m'a dit, Beledou, le plus grand, l'espace de détournement dans ce pays, les plus grands scandales de ce pays, c'est pendant cette période. 2014, 2015, 16. Et aujourd'hui, les révélations. Il a été prophète. On va vous parler, par exemple, j'ai échangé avec l'IGF. Il y en a des scandales. Et on va atteindre des milliards. Ça, c'est juste une partie de l'iceberg qui est visible. Mais j'aimerais ici commencer par le premier point que vous avez posé à mon ami Sako. Lorsque vous parlez de l'IGF. Mais l'IGF n'est pas les ministères publics, l'IGF n'est pas les juges, n'est pas les magistrats pour définir qui est coupable et qui ne l'est pas. Non, d'ailleurs, le travail de l'IGF, c'est limite à faire de rapports. Et moi, j'ai aimé, lorsque vous disiez les journalistes, les médias qui ont fait ces enquêtes, ils ont effectivement dit, nous avons envoyé des documents, des questionnaires aux différentes personnalités qui seraient impliquées. Et même à ceux qui peuvent nous fournir des éléments d'information, notamment à Corneille Nangaa. Corneille Nangaa aurait rejeté les documents des questionnaires pour dire vous n'êtes pas les juges, je ne suis pas devant l'OPJ pour répondre à vos questions. Alors que c'était pas contraignant. Tout comme Kabila. Et exactement. Kabila et son entourage, ils sont... Et l'IGF a reçu également les questionnaires. Il en a facilité surtout s'agissant de la question de BGFI Bank lorsqu'il parle par exemple de 50 millions de dollars, 53 millions de dollars. C'est pas 43 millions? 43 millions de dollars, une cinquantaine de millions de dollars. Oui. J'ai pris langue, parce que nous sommes journalistes. J'ai pris langue, moi en tant que journaliste, avec l'inspecteur général des finances. Je posais mes questions. J'ai dit, mais quelque part, on dit que vous êtes parmi les sources. Il dit, effectivement, Beledou, s'agissant de la question, d'ailleurs, document à l'appui, il y a une plainte du gouvernement congolais contre cette banque, parce que la banque, à partir du trésor public, la banque centrale a envoyé pour le compte de BGFI Bank près de 50 millions de dollars, sans justification, sans bilibélé. Et BGFI Bank qui prend cet argent pour reverser à une société privée, appartenant justement au clan dont vous avez parlé là. Oui, voyez-vous? Et lorsqu'on pose la question, quel est le motif, les libellés de tout cet argent envoyé à partir du trésor public à BGFI Bank et BGFI Bank qui déverse pour le compte d'une banque privée ou d'une société privée, la BGFI Bank ne savait plus se justifier. C'est ainsi qu'il y a 3 mois, avant même qu'il y ait les révélations de Congo Hold Up, que le gouvernement congolais, l'État congolais avait porté plainte. Et document à l'appui, les DG de BGFI Bank qui revient vers l'IGF pour dire, je suis prêt à payer cet argent. Mais je ne peux pas payer, je suis dans l'incapacité de payer l'ensemble de cet argent parce que je n'ai qu'un capital de 30 millions de dollars. Comment expliquer que vous, une banque, vous n'avez que 30 millions de dollars, mais l'État congolais vous dévance près de 50 millions de dollars?
Ça se justifie pas en matière de finances. Donc c'était véritablement mais je vous dis, mais ça c'est un pan. Je ne reviens pas sur l'épilogue qui fait très mal. La RDC déverse des contingents de la police au RCA. C'est pas Belabou qui l'a dit. C'est le fruit de ces enquêtes. Et l'ONU envoie, ce n'était pas que la RDC, il y avait le Rwanda notamment et l'Ouganda. Oui. Pour la RCA, renforcer l'armée RCA parce que c'était un pays en Donc proie. en Lingala, Baliembo va souda. Mais comment expliquer que par moment où on vous envoie les contingents, c'est l'ONU, ces soldats sont à la disposition de l'ONU. Oui. Cet argent, c'est pour payer leurs munitions, leurs familles, etc. Ceux qui seront blessés, les indemniser, etc. Le Rwanda a reçu son argent, l'Ouganda également. Mais la RDC, l'argent arrive, il y a une instruction. Prenez 7 millions envoyés dans tel compte. Prenez 2 millions envoyés dans tel compte. Et les soldats congolais ont couchardisé. Mais il y en a qui sont morts. Mais je vous dis pas. À la frontière de Soudou-Bangui, on les a chassés comme des soldats. Vous savez, un militaire qui n'a pas d'argent, qui n'a que son arme, il se met dans le pillage. Et c'est ce que les soldats faisaient là-bas. Quelle honte, tout honte but. Il y a des messieurs en cravate qui passent dans les médias pour dédouaner Kabila et dire non, c'est de l'acharnement. Rien à voir avec l'acharnement. Et qu'en est-il de ces familles éplorées? Voyez-vous? Et là, cher ami, on va se calmer. Non, c'est-à-dire, je suis en train. Non, la tension ne monte pas. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est là où j'aborde l'autre pan. Effectivement, il y a des tournements. Il y a eu des tournements. Mais si on minimise les chiffres 138 millions, si on minimise les chiffres 300 millions, mais aujourd'hui, si la gratuité de l'enseignement titube, c'est parce que justement, les trésors publics n'en a pas assez. Mais quand ces gens-là parlent, minimisent ces montants-là, est-ce qu'ils savent ce que 1 million peut faire dans un pays? Ah, on peut construire chez moi à Bouta, vous savez que l'aérogare n'existe presque plus. Il n'y a pas de route. Avec $1 million, on peut construire 1 kilomètre de route. Avec 2 millions de dollars, on peut construire des kilomètres de route. Avec 5 millions de dollars, on peut construire des routes et des ponts. On peut ouvrir. Parce qu'au Congo, il y a un problème. Le problème, c'est que nous avons des routes principales, mais on n'a pas de routes agricoles secondaires. Il n'y en a pas. Le pays est enclavé. Vous faites province, vous voyez. Vous avez une idée de ce que je dis. Ça représente beaucoup. Et on va atteindre des milliards. Et donc, à ce stade, je ne peux pas, moi, Belabou Jésus, aller dans la thèse selon laquelle, où je vois des journalistes, même des journalistes, certains qui seraient déjà achetés, dire, ce sont des médias occidentaux, derrière ça, il y a des velléités impérialistes, etc. Mais attention, l'histoire nous renseigne qu'il y a eu un journaliste anglais qui a alerté sur comment les Belges massacraient nos compatriotes. C'est à cause de lui que nous sommes indépendants. Et là, on a applaudi. Oui. Là, ce n'était pas de l'impérialisme. Lorsqu'on nous a alerté, Sonia Rollet, sur ce qui se passait ici dans le Kasaï, avec les Camerounais en Sapo, là, ce n'était pas les médias impérialistes. Et aujourd'hui, pour protéger un intérêt, on nous brandit qu'il y a des impérialistes derrière ça. Mais qui doit payer sur la question? Bah, justement, c'est là où j'en viens, très belle question. Je crois que lorsqu'on cite les clans Kabila, moi, je n'entre pas dans ce que l'IGF dit. L'IGF n'est pas là pour établir les culpabilités. Non, c'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Les gens déforment même les propos de l'IGF. Oui. Il est important ici de signaler qu'au regard de tous ces scandales, il doit y avoir quelqu'un qui doit en faire répondre. Là où j'estime qu'on n'a pas aidé les chefs de l'État, c'est là où je vois, par exemple, bon, il n'est pas là pour aider les chefs de l'État. Ça, c'est un point de vue personnel. Je pense que Kalouba a commis une grave erreur. Le fait de dédouaner, de déclarer incompétent la Cour constitutionnelle pour les cas de Matata Pogno. Regardez la conséquence qui va s'en suivre. C'est une jurisprudence fâcheuse, cher ami. C'est-à-dire, demain, tous ces détourneurs, demain, ne répondront pas devant une justice parce que ils n'ont pas fait pendant qu'ils étaient en fonction. Mais ça sera la Cour de cassation, finalement, parce que... Non, mais écoutez, on a des présidents de la République qui ne sont pas justiciables devant la Cour de cassation. C'est là où je dis. Il faut aider le professeur Jacques Boujoli, qui a attaqué la loi portant les anciens présidents de la République. Et justement, il a attaqué cette loi. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et vite. Je pense que sur le plan des droits, je ne suis pas juriste, je ne vais pas faire du juridisme, mais je crois que Kalouba a créé une jurisprudence fâcheuse qui demain, on aura des problèmes sérieux dans ce pays pour juger ces gens de personnes. Je reviens maintenant au deuxième pan. Le deuxième pan, c'est lequel les Siméon Issako l'a brillamment ici signifié. Le deuxième pan, c'est que, chers amis, nous sommes journalistes, il ne faudrait pas qu'on fasse sourde oreille sur les différents scandales que nous attendons au niveau du proche du président de la République. Il faut le dire à une voix intelligible, parce que demain, on risque de retomber dans ceux qui pensent que c'est de l'acharnement contre Tshisekedi. Pourtant, cher ami,
il y a des choses sales qui se font autour du chef. Oh. Ne minimisons pas ces scandales. Aujourd'hui. Je vous dis. Ah, d'accord. Je vous dis. Je ne confirme pas. Je ne suis pas là pour confirmer ou affirmer ou dédouaner des individus, mais j'ai appris, comme tous les autres dans les ondes, qu'il y a un scandale de Fortuna Biselele, un dossier qui concernait les mines. J'aurais entendu, je ne confirme pas. Ouais, mais non, il y a des choses que je peux... J'aurais entendu. Personnellement, Je ne confirme pas non plus. Moi, je ne confirme pas. Si vous avez des informations, vous pouvez nous éclairer. Mais j'aurais entendu également qu'il y a une liste d'auditions au niveau de CNS. J'aurais entendu, je ne confirme pas. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses aussi. Beaucoup de choses, au moment où nous faisons cette Et émission. surtout la guerre de mines. Exactement. La guerre des minerais fait un problème sérieux. Alors, tout le monde veut avoir une mine. Exact. Et on veut attaquer tous ceux qui sont autour du chef qui finalement font bloc à cela. Exact. Et donc, comme eux ne communiquent pas beaucoup et que d'autres communiquent beaucoup. Exact. Alors on leur fait peut-être. Exact. Et donc, au-delà de ça, on entend des trafics d'influence. Moi, par exemple, je viens d'assister à un procès tout à l'heure là. J'étais ici au tribunal de PV à Sosa, où un individu, c'est un Congolais, entrepreneur congolais, Claude Maluma, il s'agit de lui, il a acheté une parcelle vers Ndolo, et cette parcelle-là, il a acheté en bonne et due forme, l'acte de vente, jugement rendu, etc. Mais quelques jours après, il y a eu la personne qui a pratiquement vendu la parcelle, les titeurs, qui se lève un matin, il dit non, nous n'avons pas vendu la parcelle et que la parcelle nous appartient encore. Et lorsqu'on gratte, on voit derrière ça de proches du président de la République. Je ne le confirme pas, mais je dis simplement, des scandales du genre, on entend partout. Certains auraient même cité le nom d'un certain Tony Kankou. Moi, je ne le confirme pas, mais j'apprends et j'interpelle. J'ai dit, il faudrait pas que les proches du chef s'impliquent dans des sales dossiers, parce que les cas dont on parle aujourd'hui, hold up, risquent de se retourner demain contre le même concerné. C'est une interpellation pour les dirigeants actuels. C'est une interpellation pour le président de la République. Mais on va terminer, mais il y a aussi une marge de manœuvre, je veux dire, une marge de compréhension. Parce qu'il faudrait pas non plus que les gens pensent que quand on est autour du chef, on ne fait pas les affaires. Ça, il faut. Non, moi je n'ai pas dit qu'on ne fait pas des affaires. Quand on est aux côtés du président, ça veut non, dire je n'ai pas dit qu'on ne fait pas des affaires. Commerçant, on sait d'être affairiste. Tu as tout à fait raison. On ne doit plus être aux mines. Tu as tout à fait raison. C'est faux. Non, c'est une mauvaise idée. C'est là où moi je dis. Oui. Vous avez tout à fait raison. Du moment c'est légal. Du moment c'est légal. C'est dans la norme. On le fait. Mais il y a un bémol. Mais ce n'est pas parce que lorsqu'on est aux côtés du chef qu'on peut prendre son téléphone, appeler les procureurs, prêter le coup ou prêter le coup pour des injonctions. Pourquoi les juges n'arrêtent pas ces gens, les chefs de l'État? Alors, c'est là, mais justement, arrêtez tous ceux qui c'est là où je dis, il faudrait que ceux qui sont proches du chef comprennent qu'il faut aider le chef. Il faudrait pas jeter en pâture le combat d'Étienne Tshisekedi, le combat du président de la République, d'un état de droit. C'est un combat qui mérite effectivement des gens qui ont la conscience de la République pour faire avancer les choses. Et donc, quant au Congo, à Congo Hold Up, je veux me résumer enfin pour dire, il faut prendre au sérieux les enquêtes. Ce que les confrères ont fait, les gens ont dit comment en 9 mois on peut toiletter 3 millions et quelques dossiers. Ils sont fous, alors. Non, ce n'est pas que ces gens sont fous. Les langages bancaires, ce n'est pas des tonnes de papier. Ils sont fous. Justement. Donc c'est des papiers duplicataires. Exactement. Ce n'est pas des papiers duplicataires. Ce sont des langages bancaires et les langages bancaires sont chiffrés, les langages bancaires sont informatisés. Et donc, c'est possible, il faudrait quitter la paresse. C'est possible lorsqu'on mène des investigations, en arriver à autant de documents, des transactions de gauche à droite. La grande leçon aujourd'hui, c'est que il faudrait commencer par le passé. Il faudrait commencer par traquer ceux qui ont détruit ce pays pour que ceux qui sont aux affaires tirent des leçons. Très bien. Alors, on termine avec je vais paraphraser. Vous allez paraphraser, vous prenez quand même la question pour terminer, parce qu'on m'a dit qu'on a dépassé la barre des 45 minutes. La dernière question, c'est la question de l'Ouganda. Patrick Mouyaya nous a dit que les Ougandais n'étaient pas sur le sol congolais, et puis l'armée va contredire, l'armée dira ensuite que c'est vrai, il y a l'armée ougandaise, les troupes sont là. Où est-ce que la question gêne en réalité? Est-ce la présence des Ougandais sur le territoire congolais? Est-ce notre passé avec l'Ouganda qui nous doit 10 milliards de dollars, mais qui se retrouve quand même chez nous ici? Est-ce parce que l'Assemblée nationale n'a pas été mise au courant? Si c'est le cas, qu'est-ce qui choque dans ce dossier finalement? Je vais répondre à cette question-là, mais je m'aimerais d'abord paraphraser Dou Jésus Bénidou pour dire que dans cette affaire de Congo Hold Up,
Il y a même les conseillers du chef de l'État qui sont cités. Il y a d'abord, on va vous rappeler, le ministre Guy Lando qui a été cité. Mais n'est pas conseiller du président. Non, je parle du ministre Guy Lando qui a été cité. Oui. Ensuite, il y a les conseillers, je vais parler de l'ambassadeur itinérant, Luc Girard Niafé, qui est aussi cité. Il y a aussi les conseillers spéciaux, Jean-Claude, j'ai oublié les noms, il est le conseiller chargé de l'investissement, qui est aussi cité dans cette affaire de Congo Hold Up. Ça veut dire que, comme on le disait tout à l'heure, cette enquête présage beaucoup de choses. Donc, les dirigeants actuels doivent être souples dans leur façon de faire les choses. Aujourd'hui, on dit que la ville de Kolwezi, la province du Lualaba est devenu les Eldorado de la famille présidentielle. Nous devons le dire comme ça ouvertement, Christian. Elle est devenue les Eldorado de la famille présidentielle. Oui, mais on ne va pas raconter ce que les gens racontent dans la rue. Non. Ici, le problème, c'est que nous devons faire la différence quand on est journaliste. Quand quelqu'un dit la famille du président, on doit citer des noms. On ne doit pas rester dans la famille du président parce que il suffit que quelqu'un se présente d'une famille. On parle des Christians. Si. On parle des Christians, tu sais qu'elle dit. On parle des autres frères, des neveux, des cousins. Mais sinon, alors, on n'est pas en train d'aider les gens. Non, est-ce mal on doit les dire. Se rendre à Kolwezi? Sinon, nous faisons le discours de tout le monde. Est-ce mal? C'est pas mal. Oui. C'est pas mal qu'ils se rendent. C'est pas mal qu'ils se rendent à Kolwezi. Oui, j'avance encore. C'est pas mal qu'ils se rendent à Kolwezi. C'est pas mal qu'il se rende à Kolwezi. S'il en a le moyen. S'il a payé tout ça. Je vais répondre. Mais je te reprends la parole. Je n'aimerais pas ici donner l'impression qu'on fait les procès des individus. Oui, sinon, par exemple, Simeon a parlé de Augustin Kabouya. Oui. Moi, je n'ai pas d'affinité avec Augustin Kabouya, mais je pense que lorsqu'on est secrétaire général d'un parti comme le parti au pouvoir en France, on ne clochardise pas. Lorsqu'on est président, secrétaire général d'un parti comme le Parti démocrate aux États-Unis, on ne clochardise pas. Même le secrétaire général de l'ANC. Même l'ANC. Il a dans sa signature. Et je rappelle ici que le secrétaire général du parti communiste chinois a fait une donation en son temps au PPRD et c'était le secrétaire général. On va pas se questionner, c'est un parti puissant. L'UDPS est un parti au pouvoir. Si l'UDPS est au pouvoir, on suppose que l'UDPS a des mandataires, des représentants au niveau des institutions qui font des cotisations, et à ce stade, je crois que c'est tout à fait normal qu'il y ait une sécurité autour d'Augustin Kabouya. Moi, je ne vois pas de mal à ça. Le frère de Tshisekedi, on l'a rappelé ici, c'est tout à fait normal. Je chute. Je chute. Moi aussi, je l'ai remarqué. Je viens de Kolwezi, ça ne fait même pas 2 mois. J'ai parlé avec des frères, des proches du président de la République, certains. On a échangé et je suis journaliste. J'ai ma jugeote. J'ai posé des questions pièges pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Pour la plupart, il y en a qui vivent depuis dans cette partie du pays, avant même que Tshisekedi ne soit au pouvoir. Certains qui font le business qui n'a rien à voir avec les minéraux seulement. Et si demain ils veulent se muer en minéraux, s'ils les font de manière légale, j'estime qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, justement, le problème c'est lequel? Le problème c'est que il faudrait pas que demain, qu'on ait des scandales du genre, quelqu'un qui débarque, on nous dit qu'il a pratiquement acheté 5 hectares de carrés miniers, alors qu'il y a 3 ans, il n'avait pas la capacité d'avoir $1 million. Justement, je crois que tu m'as précédé. C'est là que je voulais en venir. Donc, il faut que les frères du chef, bref, la famille, l'entourage du chef de l'État, qui est accusé, être plongé dans ces choses-là, puisse le faire de façon illégale, pour qu'ils ne soient pas reprochés un jour ou l'autre. Pour qu'ils fassent de façon légale. De façon légale, je veux dire, pour qu'ils ne soient pas reprochés un jour ou l'autre qu'ils avaient agi de manière illégale. C'est ce que je voulais dire. Alors, pour finir dans cette affaire de Congo Hold Up, moi j'aimerais appeler nos parlementaires à revisiter cette affaire des statuts des anciens chefs de l'État, président de la République élu. Parce que on ne doit pas avoir un citoyen, un super citoyen. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de Joseph Kabila un citoyen hors la loi. Il ne peut pas être jugé. Quel est l'exemple que nous donnons Pourtant, en France, ça a été condamné à des générations à venir? En Israël, Benjamin Netanyahou. L'exemple que nous donnons, c'est que Zouma est arrêté. C'est là où j'interpelle Kalouba. Tu peux diriger le Congo,
tu peux tout te permettre de tout faire parce que tu ne seras pas jugé un jour. Oui, c'est ça l'exemple que nous voulons donner. Ah, il a été jugé. C'est ça l'exemple que nous voulons donner. Alors qu'il n'y a pas de super-homme. Kabila ne doit pas être déçu de la loi. Ouganda. Chers députés, révisitez cette loi que Kabila soit jugé parce que Kabila a commis beaucoup de crimes. Crimes économiques. Ça, c'est l'affirmation. Attendez. S'il te plaît. Vous n'allez pas trop fort là. N'oubliez pas que les victimes du massacre de Kamwina pour cite Kabila comme auteur principal. Oui, moi, j'ai eu à couvrir leur point de presse. Oui, plusieurs points de presse. Ils ont cité Kabila. Oui, des cités à établir. Et ils ont cité Kabila. Mais voilà, c'est la raison. Parce qu'il a été cité. Il doit, parce qu'il a été cité. Il n'a pas encore été condamné. Non, s'il te plaît. Parce qu'il a été cité, il doit être jugé. C'est le juge qui peut dire que Kabila est coupable ou pas. Est-ce que vous ne faites pas une fixation sur Je ne fais pas une fixation sur la personne de monsieur Kabila. Très bien. Il doit être jugé parce qu'il a été cité. Et pour ce faire, les députés doivent révisiter ces statuts qui met Kabila, qui fait de Kabila un super homme. L'Ouganda et la RDC, moi je me dis que c'est une belle affaire. Pourquoi une belle affaire? Parce que vous vous souvenez qu'en 2017, c'était grâce à la coopération FARDC UPDF qu'on avait mis fin à cette rébellion de la LRA en 2017. En 2017, toujours, en décembre 2017, c'était grâce à la coopération des FARDC, de l'armée ougandaise, IPDF, qu'on avait réussi à neutraliser plus de 100 ADF. Et donc, aujourd'hui, parce que les ADF sont en Ouganda, et ils opèrent aussi en RDC, c'est normal qu'on puisse coaliser, qu'on puisse mutualiser nos forces pour qu'on puisse mettre fin à ces rebelles qui sèment la désolation et la panique à l'Est. À vous la dernière question. Mais Siméon, nous sommes au Congo en 2012. L'UDPS a accusé Joseph Kabila de haute trahison quand il avait autorisé aux troupes armées rwandaises d'entrer au pays. Alors aujourd'hui, quand on dit que Tshisekedi a commis un acte de haute trahison, pourquoi les gens trouvent ça anormal? Est-ce que vous savez que la demande de mutualisation des forces n'est pas venue de Félix Tshisekedi? La demande est venue des députés nationaux. Mais pourquoi on ne l'a pas su avant? Non, la demande est venue des députés nationaux. Oui, mais pourquoi on ne l'a pas su avant? Ben, on l'a pas su avant, peut-être. Son boulot. On l'a pas su avant, peut-être parce que ceux qui doivent communiquer ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne communiquent pas? Ils n'ont pas communiqué. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. C'est là que les chefs de l'État doivent s'y voir un peu. Ils n'ont pas communiqué. Mais la demande est venue des députés nationaux. Très bien. Si, Beledou, vous entendez bien votre frère Siméon qui parle, qui nous dit que le député était le premier à demander la mutualisation. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que même les Nations Unies le confirment, que la demande vient des Nations Unies. J'ai envie de dire une chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas son travail là-bas? Parce qu'on l'aurait su avant, tout ceci n'allait pas avoir lieu. Mais on nous a laissé comme ça, avec la communication des réactions que nous avons très souvent, et très généralement l'électricité vient arrêter tout, et tout ça. Mais finalement, quel est votre point de vue sur la question? Bah justement, je crois que la confusion a été entretenue par notre ministre de communication et médias lorsqu'il disait que là, toutes les troupes n'étaient pas là, etc. Je pense qu'il doit, c'est là où quand je dis que des fois il est dans les cosmétiques, les gens interprètent mal. Justement, les cosmétiques, c'est la clameur publique, les réseaux sociaux, etc. On veut se dédouaner. La communication d'État, comme porte-parole du gouvernement, doit se démarquer de ça. Ce sont des bévues. Je crois que dans les jours qui viennent, il pourra le comprendre parce que mais il a fait la communication. Ça fait un peu ridicule. Oui, le dire. Il a fait la communication. Non, moi, des fois, lorsque je dis. Il est censé connaître ces choses. Lorsque je dis. Mais sinon, toi, tu as fait la communication aussi. Je fais la communication, mais il est censé connaître. Mais son plus grand problème, c'est que, il a un peu opté pour la coterie. Donc, quand quelqu'un, je crois que j'avais la parole. Il a la parole. Tu as aussi pris la parole. C'est comme tu as pris la parole quand je parlais, bien voilà. La coterie, c'est le fait qu'il ait opté pour travailler. Ben, je dis pas qu'il travaille avec les amis, c'est pas bien, non. Mais c'est le fait qu'il ait opté pour travailler seulement avec ses amis à lui. Et ne pas élargir les horizons pour prendre les autres personnes qui sont expérimentées en la matière. La copinocratie. La copinocratie, comme tu l'as dit, c'est ça un peu. C'est ce qui fait pas que le monsieur puisse bien faire les choses, mais il est resté dans les briefings traditionnels, mais les briefings qui sont là pour réagir, alors qu'il fallait qu'il anticipe.
Très bien. Et donc, je disais... Je vous remets la parole. Et donc, je disais, il faudrait que notre ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, quitte un peu les cosmétiques, ce qui est beau, aller dans l'essentiel, attaquer l'essentiel. Il faudrait pas subir à chaque fois la communication et venir en réaction. Il faudrait anticiper, il faudrait voir quoi communiquer. Et le dire, souvent les gens qui sont autour de lui ne comprennent pas, et des fois, on tombe dans des rancunes, etc. Pourtant, ce sont des choses objectives que nous disons au ministre pour qu'il voie l'essentiel. Vous voyez, sur la question, par exemple, de troupes ougandaises en RDC, il a fait un démenti, il dit que c'était pas vrai. Après, quelques jours après, la réalité a prouvé le contraire. Ça n'aide pas la communication du gouvernement. Donc, il faudrait aller sur l'essentiel. Mais pourquoi on ne nous a pas dit que les députés étaient le premier à demander? Ah, justement, c'est là où je dis. Moi, j'étais informé. Moi, j'étais informé de ça depuis, mais je ne comprends pas cette communication défaillante et je crois qu'il y a beaucoup de choses à régler et le dire, je suis tenté de croire à ce qu'a dit, il a parlé de copie, la copilocratie. Vous savez, la copilocratie, c'est, à mon entendement, c'est l'art d'entendre, non, s'il vous plaît. Voici ma définition. C'est l'art d'entendre ce que vous voulez qu'on vous dise. Hein, ça vous fait plaisir. Aux adagés, aux bien, aux salaires bien qu'on en a baroté. Mais lorsque vous avez notre son des cloches, et on pense que vous êtes contre. Voilà, ça c'est vraiment un entendement purement quinois. Lorsque vous faites des critiques objectives, par exemple, pour dire, on ne communique pas pareil, on anticipe, on ne ment pas à la population, s'agissant des questions sécuritaires. On dit des choses qui se font pour aider l'opinion à comprendre la réalité. À l'heure de l'actualité. À l'heure de l'internet. Les changements de narratif. Donc voilà. Les changements de narratif. Encore un concept qui n'est, c'est un concept creux. Oh là là! Non, le changement des narratifs. Moi, c'est un entendement en moi. Je pense que c'est un concept creux. Ça veut dire quoi, les changements des narratifs? Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que les changements des narratifs, ça veut dire, lorsqu'on tue 10 personnes en Ituri, 50 personnes par le ZADF ou 100 personnes, on doit nous dire qu'il n'y a pas eu mort. C'est ça le changement des narratifs. Il faudrait voir les choses. C'est le changement des narratifs. Non, mais il n'y a pas encore eu des changements. S'il vous plaît. Si le changement des narratifs voudrait dire que les troupes ougandaises sont en RDC et on ne dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de troupes ougandaises en RDC et c'est des fake news, si c'est ça les contenus du changement des narratifs, alors je me perds. Alors je reviens. On a terminé. Non, c'est important. Je n'ai pas encore abordé la question. J'étais sur la forme. J'entre sur le fond. Vous avez 1 minute pour terminer. En 1 minute, ce qui est vrai, d'accord. Je pense que le chef de l'État a pris une très bonne décision. Cela a été discuté, bien évidemment, parce que les gens font une comparaison avec ce qui s'est passé en 2012. Oui. Il y a eu une commission défense et sécurité qui en a largement échangé autour de la question, le chef de l'État. Mais ce qui est vrai, le chef de l'État n'a pas voulu que cela ait un large écho d'informations parce que les niveaux d'infiltration dans cette partie du pays est énorme. Je vous dis, je ne fais pas les procès des généraux, mais vous savez, plusieurs rapports citent certains généraux qui seraient tireurs des ficelles. Et d'ailleurs, Mosso l'a dit, Mosso l'a rappelé, il a interpellé les députés du Nord Kivu et du Sud pour dire quittez les groupes armés. À ce stade de responsabilité, je crois qu'il faut prendre au sérieux tout ça et faire des actions pompeuses, annoncées de manière pompeuse dans les médias, ça risquait d'alerter les tireurs des ficelles pour qu'ils se camouflent. Je crois qu'à ce stade des choses, il faut signaler ici que ce sont les députés du Nord Kivu, je fais allusion à Moïse Nzangue lui-même, qui ont demandé au président de la République, à l'époque député national, déjà il avait alerté, dit c'est très important au regard des affinités que la RDC, c'est vrai, on va nous dire, vous oubliez que l'Ouganda a une dette de la RDC, a fait la guerre, etc. Mais moi je rappelle les grands ennemis qui se regardaient en chien défaillant, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, ils ont des coopérations même au niveau militaire. Et puis les États n'ont pas d'ennemis. N'ont pas d'amis. Exactement. Merci. Merci, tu as coupé l'air sur mon pied. Aujourd'hui, pourquoi nous pouvons coaliser avec l'Ouganda, pas le Rwanda, par exemple, au regard justement de l'histoire commune que nous partageons. Il faut rappeler ici qu'il y a des Nandés en RDC, il y a des Nandés en Ouganda. Il faut rappeler il y a des Hema ici en RDC, il y a des Hema de l'autre côté. Les Ouloulou et les Oulou de l'autre côté, c'est pratiquement un même peuple. Au regard de cela, on estime que c'est un peuple qui peut faire moins de mal ou pas de mal au peuple congolais que de l'autre côté, on a les Tutsis qui jusque-là font jaser à travers leurs différentes réactions. Alors, je vais s'y finir, mais une petite révélation, parce qu'ici, on disait tout à l'heure que les ministres de la Communication est là pour subir et réagir, il n'anticipe pas, mais
moi j'estime qu'en tant que congolo-positiviste, je dois dénoncer ces faits. Je le disais tout à l'heure à l'entame de l'émission avec monsieur Jean-Claude Mouyambo qui est en train de s'organiser pour donner une conférence de presse lundi prochain au Katanga, à Lubumbashi. En fait, il veut dénoncer, selon lui, ce qu'il appelle conspiration contre Moïse Katumbi. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui est en train de conspirer contre Moïse Katumbi, nous ne savons pas. Mais ils disent que l'Union sacrée veut écarter Moïse Katumbi et que l'Union sacrée veut accuser Moïse Katumbi de rébellion en connivence avec John Numbi. Et c'est Jean-Claude Mouyambo qui a été chargé de dénoncer ces faits-là. Et donc, c'est une façon pour eux de monter les esprits katangais contre l'actuel régime. Moi, je pense qu'il faut déjà dénoncer ces faits pour que les Congolais ne soient pas surpris, que les Congolais sachent que quelque part donc, il y a un coup. On peut dire que ça pouvait être vrai alors dans ce cas. Mais dans ce cas, on peut dire que ça peut être vrai. C'est compliqué quand même. Mesdames et messieurs. Mais c'est important. Mouyambo lui-même, pardon, je m'inquiète pour un grand frère, Moukébaï, Mike, que je salue en passant. J'apprends par Mouyambo que Moïse Katumbi ne va pas quitter l'Union sacrée. Pourtant, Moukébaï est déjà parti. Alors, je ne sais pas, maintenant, il est où? Parce que c'est un peu compliqué. Il est désormais, il n'est pas l'Union. C'est lui qui est resté le gardien du temple. Vous avez suivi du Katanga, c'est pourquoi il doit dénoncer tout ça. Passionnément cette émission, cet échange avec Beledou Dou Jésus et puis Siméon Isako. Beledou c'est Liberté Actu. Et puis Siméon Isako c'est Cas Info. Eh bien, vous pouvez toujours vous abonner. Est-ce que vous avez des coordonnées à donner aux gens? Justement. Très bien. Mais moi, je vais d'abord faire une grande annonce ici. Oui. Que désormais, je suis déjà journaliste, mais je m'occupe des questions politiques. Mais désormais, je me suis fait spécialiste des questions de l'Est de la RDC, des questions sécuritaires. Je me suis spécialisé en ça. Je fais des formations en rapport avec ça. Ne soyez pas étonnés que Beledou demain s'installe à Goma, et puis en Ituri, et puis dans toutes ces parties du pays. Parce que je veux me faire spécialiste de cette question qui n'a fait que trop durer pour passer la bonne information aux Congolais. Oui. C'est inadmissible que Sonia Rollet quitte la France l'hiver, ses bureaux UP, ils viennent ici au Congo et ils passent son temps dans l'est du pays et ils informent nous les journalistes qui sont ici. Ça a été révoltant pour moi. Je me suis dit pourquoi moi journaliste je ne vais pas me faire spécialiste de ces questions-là. Désormais, donc je vais me faire des questions sécuritaires. C'est ainsi que vous savez, nous faisons un grand travail, un travail de titan. Malheureusement, on a des difficultés surtout de nous mouvoir. Je crois qu'il y a des compatriotes congolais qui veulent investir en de Congolais que nous sommes. Nous avons des petites entreprises. Moi, j'ai mon entreprise Liberté Actu. Mais il y a des fois, nous sommes confrontés à des moyens de déplacement, des investigations, etc., comme les autres peuvent le faire, aux personnes de bonne volonté d'encourager le travail bien fait des compatriotes que nous sommes. Et je passerai le 081 0073 073. Je crois que c'est un SOS à la fois, pas pour Beledou Dou Jésus, mais pour le travail pour lequel nous faisons. Liberté Actu, c'est un média qui engage 5 personnes. C'est déjà beaucoup, moi j'estime, et il faudrait un accompagnement. Donc c'est-à-dire, c'est un numéro que je passe, 81 0073 073. Merci. C'est pour accompagner le travail que nous faisons. Merci Beledou, cher expert de la question de l'Est de la Désormais. Liberté Actu engage 5 personnes, Cas Info en engage plus de 10. Ah, mais c'est une très bonne chose. Ça fait 15 personnes ça fait 15, non, j'ai dit plus de 10. Oui, des correspondants un peu partout. Oui, ça fait 20 quand même. Ben, 082 00 410 29. 082 00 410 29, c'est notre numéro. Et donc, si vous avez besoin de faire publier vos informations sur Cas Info, vous nous joignez sur ces numéros-là et puis on a que peu de moyens pour payer 5 personnes. Non, si j'en ai désormais autant, j'engagerai plusieurs correspondants. Si un Congolais engage un Congolais, il faut dire bien, exact. Il faut dire bravo. Le plus important est celui-là. Mesdames et messieurs, j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les services. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan.
À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si opinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.